Ce soir, le programme, on va parler des modules JavaScript. Donc, je ne sais pas si vous êtes développeur JavaScript. Mon changement de slide ne marche pas. Ah si, c'est bon. On aborde le JavaScript et la structuration d'un projet. On arrive souvent avec des termes, des anagrammes, UMD, ESM, Require.js, Common.js, Webpack, et j'en passe. Tous ces mots vont nous permettre de structurer l'application. Et il y a quelques mois, avec mon collègue Delphin, on s'est posé la question, c'est quoi la différence? Dans quel cas il faut utiliser telle solution? Dans quel cas il faut utiliser telle autre solution? Et pourquoi on y est arrivé là avec tous ces différents syntaxes, tous ces différents patterns? Pourquoi il y a toutes ces possibilités aujourd'hui? Donc on a voulu vous présenter ce soir un état de l'art d'où on vient, le JavaScript il y a 20 ans et à arriver jusqu'en 2020 et voir toutes les améliorations, toutes les nouvelles syntaxes qui sont apparues afin de comprendre ce que nous avons à l'heure actuelle. Alors pour ma part, je m'appelle Emmanuel Demey, je suis consultant web et aujourd'hui je suis accompagné de... Sans transition, bonsoir. Delphin Aubin, consultant web chez Zenicadil. J'essaye de changer de slide. Yes. Alors, première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les modules? Donc, la première chose, c'est ça permet de structurer son application. Si ma slide, je veux bien changer. Donc, l'idée, c'est un peu le dicton diviser pour mieux régner, c'est-à-dire... j'ai un gros problème qui est compliqué à aborder tout seul. Si j'arrive à découper ce problème en plusieurs plus petits problèmes ou plusieurs plus petits modules, je vais avoir un code plus facile à maintenir et plus facile à comprendre. La deuxième chose, c'est optimiser son application. Alors ça, pour ceux qui font du back, c'est moins évident, mais quand on fait du front, tout le code qui est exécuté va devoir être téléchargé sur le navigateur du client. Et donc, si jamais, grâce au module, on arrive à enlever du code qui ne sert à rien, par exemple, qui viendrait de librairie, mais des parties qu'on n'utilise pas, ça ferait des choses en moins à télécharger et ça optimise l'application. Et la dernière chose qu'on a vue, c'est partager du code. C'est-à-dire que moi, j'ai un bout de code que je pense pourrait être utile au monde. Je vais me dire, plutôt que essayer de le partager, que ça soit difficile, je pourrais arriver à en créer un module et comme ça, partager ce module-là. Et ça serait beaucoup plus facile pour d'autres développeurs d'utiliser mon code. Donc, pour bien comprendre les modules, d'où ça vient et tout, on s'est dit, on va faire un peu d'histoire. On va revenir un peu dans le passé, puis on va voir ce qui s'est passé et comment ça a évolué à travers les âges. Donc, premier arrêt dans le temps, ça s'arrête dans les années 90-2000. Alors, les observateurs ont remarqué la police Comics sans MS qu'on a utilisée pour les dates. C'était vraiment l'âge d'or de cette police-là. Alors, j'aime bien donner un peu de contexte. À ce moment-là, quand on avait une recherche qu'on voulait faire sur Internet, on n'allait pas sur Google, on allait sur AltaVista. C'était la sortie du film Titanic, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et Microsoft venait de révolutionner la bureautique en inventant le trombone Clippy. Voilà, donc là, normalement, dans le contexte, on voit à peu près à quelle époque, de quelle période on parle. À ce moment-là, pendant ce temps en JavaScript, quand on voulait découper une application, on n'avait pas grand-chose d'autre que faire plusieurs balises script, donc le bon vieux tag script. Donc là, par exemple, j'ai découpé mon code en deux parties et j'ai importé aussi une librairie extérieure qui est jQuery. En général, ces bouts de code-là, ils faisaient entre 8 et 15 000 lignes. Et donc, c'était pas facile de s'y retrouver. Et voilà. Et il y avait aussi un autre problème, c'est tout ce qui est porté. C'est-à-dire que supposons que dans une de mes balises script, j'ai une fonction, do something. En fait, peu importe où, dans n'importe quelle autre balise script, n'importe où dans mon application, si je fais window.doSomething, la fonction est visible. Donc, en fait, quelque part, ça pouvait poser du problème. Si j'utilisais, par exemple, une librairie, je ne sais pas exactement quelle fonction elle a déclarée et potentiellement, je pourrais surcharger sans le faire exprès son code et ça commencerait à devenir compliqué. Parce qu'on n'arrive pas à avoir de portée privée, en fin de compte. J'essaie de changer de slide. Yes. Donc là, on va avancer un petit peu jusque dans les années 2000. Donc là, les années 2000, c'était dans la vallée de Dana, on jouait Snake sur le 3410, il y avait du Lori, c'était Love Story, tout ça. À ce moment-là, en JavaScript, les développeurs, donc il n'y a rien qui est sorti officiellement, mais les développeurs ont commencé à se dire, on va faire des modules nous-mêmes, donc des do-it-yourself modules. Donc il y a des patterns qui ont émergé de ça. Le premier, qui est assez connu, c'est
IIFE, Immediately Invoked Function Expression. Donc, c'est un peu un gros mot pour un concept qui est assez simple. L'idée, c'est de dire en JavaScript, si jamais j'ai une fonction et à l'intérieur, j'ai une variable, var a égale 42. Oui, à ce moment-là, on utilise aussi le mot-clé var, on n'était pas encore sur let. Et bah, de l'extérieur, si je fais window.a, c'est undefined, parce que la portée de ma variable, elle est scopée dans ma fonction. Donc, on ne voit pas le contenu de ma variable à l'extérieur. Et l'idée, c'était d'utiliser ce principe-là de JavaScript pour arriver à faire des choses privées, en fait. Et donc, l'idée, c'est ça. Ça change de slide. Voilà. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on wrappait notre fonction dans des parenthèses. Enfin, on mettait notre code dans une fonction qu'on wrappait dans des parenthèses et on exécutait directement cette fonction. Donc, ça permettait d'exécuter du code et sans polluer le scope global avec nos variables qui servaient vraiment juste à notre traitement. Donc, l'idée, c'est ça. Je pourrais, par exemple, avoir une fonction à l'intérieur, l'appeler et tout, mais si jamais de l'extérieur, je fais window.doSomething, bah, c'est undefined. Je n'ai pas pollué mon scope global. Bonne idée. Alors après, juste ça suffit pas parce qu'on aurait du mal à utiliser par exemple une librairie extérieure et tout. Et donc, il y a un deuxième pattern qui est apparu en basant là-dessus, qui s'appelle le Revealing Module Pattern. Donc, l'idée, c'était de dire, en fait, mes fonctions, qui sont des IIFE qu'on a vu à l'instant, elles vont retourner quelque chose qui sera en fait leur API public. Donc, ce que je veux que le monde extérieur puisse utiliser de ma fonction. Donc là, dans notre exemple, je vais un return, un objet qui sera do something else. Ce sont deux méthodes que je veux que mon module soit capable d'exporter. Et de l'extérieur, en fait, je vais instancier mon module en faisant myModule égale cette IIFE, et après, je pourrais utiliser ma module pour un do something. Alors, pour la petite histoire, là, je return les fonctions avant de les avoir déclarées. Ça, c'est une propriété de JavaScript qui s'appelle le hoisting, c'est-à-dire qu'une fonction que je vais déclarer en bas d'un fichier, elle va remonter tout en haut. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et c'était une bonne pratique à ce moment-là pour le Revealing Module Pattern de faire le return en tout début de module. Ça permettait, dès qu'on arrive dans un module, de voir tout de suite quelle était son API public. À l'époque, John Papa recommandait ça dans les sidegal Angular JS. Et donc l'avantage de ça, c'est que supposons dans mon module, j'ai une fonction private function que je ne retourne pas, et je ne pourrais pas la voir dans le scope extérieur. Ça, c'est top. Pour aller un tout petit peu plus loin, on peut reprendre une IIFE, avec le Revealing Module Pattern, et on pourrait aussi dire, et c'est ce qu'on faisait, supposons que j'ai un autre module, par exemple mylib module, que j'ai envie d'utiliser dans myModule, en fait, je vais être capable de le passer en paramètre, de le recevoir, du coup, c'est du pur JavaScript, et donc de l'utiliser dans ma fonction. Et donc, en fait, grâce à ça, on arrivait à mettre en place un système d'injection de dépendance, un peu maison, en disant, moi j'ai un module, ce module dépend d'autres modules, du coup je suis capable de les charger, les utiliser, mais je ne pollue pas le scope global et tout le monde reste privé. Et donc là on arrive dans les années 2010, et je vais laisser la main à Manu. Alors, dans les années 2010, Delphin vient de présenter les solutions un peu maison de structuration d'un code JavaScript. Et à partir de 2010, il y a eu un début de solution de pattern qui est sorti, permettant d'officialiser ce genre d'architecture. Alors, donc en 2010, le premier usage, c'est côté front, dans le navigateur, il y avait un pattern qui est apparu, qui est le pattern AMD pour Asynchronous Module Definition, qui était implémenté de mémoire, je me trompe peut-être, seulement par une librairie qui s'appelait Require.js. Cette librairie permettait de définir des modules et définir les dépendances d'un module vers un autre. Donc, gardez en mémoire que nous sommes dans du navigateur, dans une application web, par exemple. Donc, on avait des méthodes define et require définies dans la librairie Require.js qui était nécessaire, qu'on devait importer dans notre application. Et donc ici, je définis un module dans lequel je retourne un objet, une propriété item qui est un tableau vide, et une méthode me permettant de muter mon tableau items. Donc on remarque un petit peu le revealing pattern de Delphin, c'est qu'on va retourner toutes les API publiques de mon module. Si j'avais des API privées, il suffit de ne pas les mettre dans l'objet retourné. Donc là, imaginons que je suis dans un fichier carte.js, je ne sais pas si vous voyez bien le commentaire en haut. J'ai perdu mon code. Attends. Petit problème technique. Petit problème technique.
T'as le code, Edouard? Le slide. Je l'ai perdu. 86. Vas-y, Rudy. Voilà. Okay. Voilà, excusez-moi, problème technique. Le changement de slide partagé ne fonctionnait plus. Donc j'ai mon carte.js dans lequel je définis mon module et au bout d'un moment, je vais pouvoir l'utiliser. Ici, je suis dans un autre fichier JavaScript que j'aurais importé éventuellement via une balise de script comme indiqué par Delphin tout à l'heure. Et dans ce module, j'ai besoin du module carte que j'ai implémenté au préalable. Pour cela, dans le premier paramètre de cette méthode define, on va pouvoir définir les dépendances nécessaires. Donc c'est un tableau de chaîne de caractères et dans le même ordre, chaque module que je souhaite utiliser, je vais pouvoir les récupérer dans la signature de ma fonction. Donc là, par exemple, je n'importe qu'un module, un module qui s'appelle carte. Et donc dans la signature de ma fonction, le premier paramètre va correspondre à l'objet retourné par le module importé. Donc notamment, c'est l'objet qui va contenir l'attribut items et la méthode add2cart. Comme c'est un paramètre de fonction, rien ne m'empêche ensuite de l'utiliser dans le reste de mon module. Ici, je l'utilise pour calculer la somme totale du panier, je crois. Mais rien ne m'empêche de l'utiliser. Comment il fonctionne RequireJS? C'est qu'à chaque fois qu'il détecte l'appel à la méthode define avec des dépendances, c'est que si l'objet n'a pas été mis en cache préalable, il va aller télécharger, rajouter d'abord le script dans la partie header de votre page HTML pour dire « Ok, j'ai besoin de ce fichier carte.js, dev.js ou n'importe quoi.js » et c'est le navigateur qui va prendre la main ensuite d'aller télécharger le code JavaScript et RequireJS a un mécanisme qui va nous permettre d'être notifié quand le téléchargement est terminé pour ensuite exécuter le reste du code. Donc, toujours dans les années 2010, il y a une librairie qui est devenue assez connue grâce à Node.js, et c'est CommonJS. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le système d'import. Si vous prenez Node.js, que vous ne faites rien de spécial et que vous voulez importer des choses, en fait, vous utilisez CommonJS. Donc, la syntaxe, elle est assez simple en fin de compte. C'est si jamais je veux récupérer un module, je vais faire constlib égale require./lib. Donc là, il faut imaginer que je vais récupérer un module qui est dans un fichier qui est juste à côté de là où je suis, donc dans le même dossier, et qui s'appellerait lib. Et du coup, après, dans la variable lib, je vais avoir tout ce qui a été exporté par ce module-là. Et donc, cette variable-là, elle pourrait, par exemple, faire module.export, un objet, et puis une fonction, et du coup, je serais capable de l'utiliser dans toutes les personnes qui importent mon module auront accès à cette fonction-là, pourront l'appeler. Il y a un raccourci aussi qui dit, en fait, je ne suis pas obligé de taper module.export égal, je peux aussi faire export.refunction égale directement la fonction, ça gagne un peu de temps. Attention tout de même, il y a un piège là-dessus, c'est que si jamais je fais export égal, au lieu de faire export.quelque chose égal, je fais export égal directement en objet, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'à ce moment-là, en fait, export, c'est une simple variable. Et si jamais je surcharge sa référence, ça ne fonctionne plus. À l'extérieur, on aura perdu le fil. Alors, comment ça marche sous le capot, tout ça, CommonJS? Donc, supposons que j'ai un module assez simple. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je récupère un module lib. J'ai une constante privée, donc on va voir aussi comment c'est possible qu'elle soit privée, cette constante-là, et après j'exporte une fonction. Un truc tout bête. Ce que va faire en fait CommonJS quand il va exécuter, il va wrapper tout mon code dans une IEFE, le concept qu'on a vu juste avant, et à cette fonction-là, il va lui passer en paramètre l'objet export, l'objet require, enfin la fonction require, l'objet module, et deux variables, underscore filename et underscore dirname. Donc, c'est des variables qui vont me permettre de savoir quel est le nom de mon fichier en cours que je suis en train d'exécuter et dirname le chemin du répertoire dans lequel je suis. Donc ça, c'est des choses, moi, par exemple, quand j'avais débarqué en Node.js, je me disais, comment ça se fait que j'ai accès à ces variables? C'est un peu magique, ça sort d'où? En fait, c'est pas si magique que ça, c'est juste CommonJS qui nous les fournit.
Et donc, le fait qu'on wrap tout notre code dans une IFE, ça nous permet déjà de comprendre pourquoi private, la constante private, est privée, on ne la voit pas de l'extérieur. Ça nous permet aussi de comprendre d'où vient le module et d'où vient la fonction require. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment fonctionne ce fameux require. Donc en fait, require, c'est une fonction. La première chose qu'elle va faire quand on l'appelle, c'est qu'elle va appeler la fonction resolve, qui est une fonction interne de Node. Et le but de cette fonction, ça va être de dire, moi j'ai fait require./dep, le but, ça va être de transformer ce chemin-là en un chemin absolu sur mon système. Et donc là, dans notre exemple, user, x86, myproject, src, dep.js. Petite chose aussi que fait resolve, c'est que si jamais je ne fais pas un require d'un chemin relatif mais un chemin absolu, dans ce cas-là, la fonction resolve va essayer de chercher à partir du dossier où je suis, /nodemodules/dep. Si jamais il ne trouve pas, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remonter. Donc là, supposons que je sois dans le dossier src, il va chercher à partir de src nodemodules. Si jamais il ne trouve pas, il va enlever src, il va chercher dans myproject nodemodules. En général, c'est là où c'était. Mais si jamais il ne trouve pas, il va aller encore plus loin jusqu'à xxi, user, voire même un /nodemodules qui sera à la racine de mon système. Donc ça, c'est des choses qui sont assez méconnues. C'est pour ça qu'en fait, dès que je fais un require en absolu, peu importe où je suis dans mon projet, je suis peut-être dans un 25e sous-dossier du src, je trouve quand même mes nodes modules. Ça vient de là. Et donc, si jamais il ne trouve pas à la racine /nodemodules/dep, là, il va nous jeter l'erreur cannot find module dep, qu'on connaît si on a déjà fait une typo en faisant un require. Donc là, on a appelé la fonction resolve. On sait maintenant, quand j'avais fait require./dep.js, on sait maintenant que dep.js, il est à cet endroit-là dans mon système. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais interroger le cache de CommonJS et je vais lui dire, est-ce que tu as déjà chargé ce module-là en fin de compte? Alors, si oui, c'est très simple. Il suffit de retourner le module qu'on a déjà chargé dans le cache. Par contre, sinon, là, je vais devoir remplir mon cache pour les suivants. Et donc là, on va appeler la fonction _compile de ce fichier-là. Donc, le but de cette fonction-là, ça va être de dire, je vais rajouter l'IFE, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, wrapper le code, exécuter le code et récupérer le contenu de la export et de mettre tout ça dans mon cache. Voilà. Donc, le fonctionnement du cache, ça pourrait paraître compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Ils ne se sont pas trop cassés la tête. Ils se sont dit, en fait, on va faire un truc pragmatique. On va mettre un objet JavaScript tout bête avec en clé les chemins absolus et en valeur un objet module qu'on va construire qui sera en fait le résultat de l'exécution du script du module. Donc, pour bien comprendre cet objet, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé un petit script sur mon ordinateur. J'ai fait un console.log require.cache qui est en fait le cache de CommonJS. Ensuite, j'ai importé une dep, un require dep, et puis j'ai relogué le cache pour voir ce qui se passait. Donc, dans le premier console.log, on voit le cache, on voit qu'il y a déjà une entrée qui est en fait l'objet module du script que je suis en train d'exécuter. Moi, j'ai tapé dans ma console node index.js et directement, avant même d'exécuter mon script, il a tout de suite commencé à mettre dans son cache cet objet module-là. Et par contre, on voit qu'il n'y a qu'un seul objet dans mon cache parce que pour l'instant, on n'a pas encore exécuté complètement le script, on n'a toujours pas passé par le require, donc c'est normal qu'on n'ait qu'un seul objet. Ensuite, on fait require, et là, on voit le deuxième console.log qui est juste après require. Et là, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a bien nos deux entrées dans le cache, qui sont le index et le dep.js. Donc, si on veut bien comprendre, on peut zoomer sur le dep.js. Et là, on voit que dans l'objet module, en fait, j'ai bien une variable export, qui est en fait ce qui a exporté. Vraiment, quand j'ai fait module.export égal, en fait, le résultat de ça va se retrouver dans cette variable. Et c'est en fait ce qui va être passé le résultat en fait du fameux require de ma fonction. Alors, pourquoi ce cache? Il y a une raison évidente à ça, c'est de dire déjà pour les performances. Lire un fichier sur le file system, l'exécuter, ça prend du temps. Je n'ai pas envie de le faire à chaque fois qu'on fait un require, donc je mets un cache. Mais ce n'est pas du tout l'unique raison, et je pense même que ce n'est pas la première motivation. Il y a une motivation qui est de dire ça permet aussi de gérer les dépendances circulaires. Donc, qu'est-ce qu'une dépendance circulaire? C'est supposons que j'ai un module A qui fait un require B, mais que dans le module B, je fais un require A. Là, j'ai une dépendance circulaire. Si jamais on ne faisait rien de spécial, on pourrait se dire ça va tourner en rond. Quand je vais demander A, je vais demander B. Quand je vais demander B, je vais demander A, je vais demander A, puis ça va tourner en rond. Et en fait, grâce au cache, on va éviter ça. Quand on va charger le module A, on va créer un objet, comme on a vu là à l'instant, un objet dans le cache pour le module A. Ensuite, le B va faire un require B. Je ne l'ai pas en cache, je vais le charger. Mais au moment où B va faire un require de A, je l'ai en cache, du coup, je réexécute pas A,
je coupe la boucle et c'est bon, j'ai fini. Et donc, une dépendance circulaire ne fera pas une boucle infinie dans les modules. Et il y a aussi une autre motivation à ce cache, c'est de se dire, en fait, un module, on part du principe qu'il peut y avoir des effets de bord dedans. Donc, dans le code de JS vraiment du fichier, peut-être que je vais écrire un truc en base de données ou appeler une API. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne pratique, mais en tout cas, le développeur peut le faire. Et si jamais on réexécutait ce fichier à chaque fois qu'on faisait un import, par un require, potentiellement, il serait exécuté un nombre un peu indéterminé de fois. Ça dépend juste de combien de fois on m'a require ou on a require un de mes parents, une personne qui m'a déjà require. Et donc, on est d'accord que ce n'est pas le feu. On préférerait que ça soit déterministe. Et du coup, autant se dire, en fait, c'est exécuté qu'une seule fois. Et voilà. Donc, grâce au cache, on s'assure que chaque script de module est exécuté qu'une seule fois. Il y a quand même un piège. Ça peut arriver. Alors ça, c'est le genre de connaissance, ça sert à rien dans 99% de notre vie, mais si jamais ça vous sert, là, ça vous fait gagner des heures et des heures. Si jamais vous avez un file system qui n'est pas case sensitive, c'est-à-dire qu'un fichier foo en minuscule pointera vers le même fichier foo en majuscule s'ils sont dans le même répertoire. Par contre, au niveau du cache common, c'est case sensitive. Donc un require foo n'aura pas la même entrée en cache qu'un require foo en majuscule. Et donc, à ce moment-là, on pourrait avoir deux entrées en cache pour le même fichier, et donc pour un même module, en fait, l'exécuter deux fois. Et je vais laisser Manu nous parler de compatibilité. Donc là, on a vu deux premières solutions historiques des années 2010, si je ne me trompe pas. AMD pour le côté navigateur et CommonJS pour le côté serveur avec Node. Peut-être que j'ai envie de décrire une librairie utilitaire qui éventuellement serait utilisable côté navigateur et côté serveur. Mais j'ai pas envie de choisir l'une des deux syntaxes parce que j'ai envie pouvoir être utilisé sur n'importe quelle plateforme. Tac. Oui, ça marche. Alors, quelle solution on peut apporter? Il y a un pattern, je ne sais pas si vous l'avez déjà abordé, déjà vu en tout cas, c'est le pattern UMD pour Universal Module Definition. Donc, comme son nom l'indique, le but c'est de définir un syntaxe permettant d'importer des modules de manière universelle sur Node et dans le navigateur. En fait, ils n'ont pas inventé la roue, hein. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est plutôt un hack qu'une vraie solution. Hein. Pour rappel, ça c'est le code qu'a montré Delphin tout à l'heure, qui est la IIFE qui est ajoutée lors de l'instanciation d'un module dans Node.js. Donc on a des variables qui ont été ajoutées, l'objet export, la fonction require, l'objet module, etc. Donc ça c'est juste pour un petit rappel, ce sera utile pour la slide juste après. Donc là, imaginons que moi, mon module métier, c'est un module qui retourne une fonction. En fait, mon module est une fonction qui prend un paramètre. Et son but, c'est en fonction de l'implémentation, on s'en moque un petit peu en fait. Je pense que ça marche même pas dans l'implémentation. Ça me retourne quelque chose. Et j'ai envie que ce module soit utilisable à la fois côté navigateur avec AMD et à la fois côté serveur avec Node.js et éventuellement côté navigateur pour les applications n'utilisant pas AMD. En 2010, j'ai encore des applications qui importent des fichiers JavaScript avec des bons vieux scripts avec des types texte JavaScript. J'ai toujours envie que ces applications-là puissent utiliser mes éventuelles librairies. Alors, ce que va faire IIFE, la philosophie d'IIFE, c'est de wrapper tout ce code-là dans une IIFE encore. Donc, on retrouve encore le même terme abordé au début de cette présentation. Où là, on définit ici notamment ma fonction module dans laquelle j'ai mes deux dépendances, carte et inventory. Et en fait, c'est la stratégie d'aller récupérer ces deux modules, carte et inventory, qui change en fonction de la plateforme sur laquelle je suis. Si je suis sur AMD, j'ai envie de faire la syntaxe require.js. Si je suis dans Node, j'ai juste envie de faire un require. Et en fait, c'est dans l'implémentation de ces IIFE qu'on va faire le test. Je vous ai dit, ce n'est pas une solution officielle, c'est plutôt un hack qu'autre chose. Comment on fait le test? Bon vieux if-else. Donc là, il y a plusieurs syntaxes qui existent. La syntaxe la plus claire que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Donc si
la méthode define existe, ça veut dire que je suis dans le pattern AMD. Dans ce cas-là, je vais faire appel à cette méthode define avec les paramètres dont j'ai besoin. Et une fois que ces paramètres ont été téléchargés de manière asynchrone, bah, j'exécute la fonction, la factory que j'ai en paramètre. Ma factory correspond au module que je souhaite implémenter. Donc là, on utilise la syntaxe AMD. Si je suis dans Node.js, donc là, dans ce cas-là, je vais vérifier que la variable exports est bien un objet. Dans ce cas-là, bah, je vais juste faire appel à module.exports, récupérer les fichiers car.js et inventory.js avec la syntaxe require de Node. Si je suis dans aucun de ces deux cas-là, c'est-à-dire que je suis dans un navigateur qui utilise des variables globales, qui pollue l'espace global, ben là, je vais juste faire un root. Root, ça correspond à... Dans ce cas-là, ça va correspondre à l'objet Windows, si je ne me trompe pas. Window.myModule égale, j'exécute ma fonction. Et avec le prédicat que le module cart et le module inventory ont été chargés au préalable de manière globale également. Donc ça fait un peu redondant de faire ça pour tous mes modules. J'ai peut-être pas envie de faire ça à la main. Heureusement pour vous, vous n'allez pas avoir besoin de le faire, en tout cas à l'époque. Je ne vous conseille pas de le faire, d'utiliser cette syntaxe en 2020. Il y avait des outils, ça existe encore. Pour ne pas vous mentir, j'ai utilisé la première fois en créant ces slides en octobre ou novembre, je ne sais plus quand on les a fait, qui s'appelle uRequire. Donc cette librairie-là permettait d'avoir en entrée des fichiers avec une syntaxe, on va dire, brute. Je définis mes modules avec soit AMD, soit Require.js. Et en sortie, j'ai la syntaxe que je vous ai présentée dans la slide précédente. Donc on peut imaginer intégrer ça dans votre build, dans votre workflow de build, avec à l'époque Grunt ou autre, pour automatiser un peu tout ça. Ça va arriver. Et donc enfin, pour arriver à l'heure actuelle, à la syntaxe ESM qui va être présentée par Delphin. Voilà. Donc les ECMAScript modules, la star dans le monde des modules, on parle que de ça. Comment ça fonctionne? Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, Ah pardon, c'est peut-être que je change de slide. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les mecs du comité TC39, donc ceux qui font la norme ECMA, ils ont commencé par s'inspirer de tout ce qui existait avant. Donc, il y avait déjà CommonJS, il y avait déjà tout ce que Manu a présenté, les patterns, tout ça. Et ils ont établi un cahier des charges. Ils se sont dit, bah, en fait, il faudrait qu'on ait un système de modules porté par ECMAScript directement. Et qu'est-ce qu'on voudrait? Bah, déjà, on aimerait que dans un module, ça soit égal à un fichier pour pas faire quelque chose de compliqué. Du style, on peut avoir 3 modules dans un fichier. Oui, voilà. Un scope local. Donc, le fameux, je veux pas qu'une variable dans un fichier JS soit pollue l'ensemble du scope. Un système d'import et d'export, un peu comme CommonJS fait, des chargements synchrones, comme CommonJS, mais aussi des chargements asynchrones, comme AMD, une syntaxe compacte, parce qu'on a vu les syntaxes que montrait Manu, ça ne donne pas non plus envie de taper ça tous les jours. Et puis, on veut aussi, comme on est JavaScript, bah, que ça fonctionne autant dans un navigateur que côté serveur. Donc, ECMAScript module, la syntaxe, moi, je la trouve assez simple, en fin de compte. Si je veux exporter une fonction, bah, je vais faire export function, le nom de ma fonction. Et dans un autre fichier, si je veux l'importer, je vais faire import, entre accolades, le nom de ma fonction, from le fichier. Donc, en fait, on est assez proche de CommonJS, si je ne pas require, mais import, un from. Mais globalement, c'est quasiment la même chose. Je peux obligé d'exporter une fonction, hein, je peux exporter une constante, ça fonctionne tout pareil, ou alors une classe, enfin, il n'y a pas de... Et je peux aussi avoir des exports par défaut. Donc là, je vais faire export default ma fonction, et là, je vais pouvoir l'importer aussi, sauf que je n'utiliserai pas les accolades. Si dans le fichier qui importe, je veux utiliser un autre nom, je peux très bien faire import myfunction as alias, et donc elle a été exportée sous le nom myfunction, mais dans mon fichier, je vais l'utiliser en tant que alias. Ça fonctionne. Et en fait, l'import par défaut, il n'est pas nommé. On appelle aussi un import non nommé. Et donc, en fait, je l'importe avec le nom que je veux dans le fichier, pour le whatever name.
Si toutes mes dépendances viennent du même fichier, je peux tout faire en une seule ligne. En fait, importe entre accolades tous les champs que je veux, virgule l'export par défaut. Et je peux aussi namespacer l'import dans mon fichier. Donc là, je vais faire import étoile as dep. Et donc, pour accéder, par exemple, à myfunction, je vais devoir faire dep.myfunction. C'est ce qu'on voit juste là. Dep.number. Et pour accéder à l'export par défaut, il n'a pas de nom. Ce qu'on a dit, il était non nommé. Bah, du coup, ce sera dep.default. Voilà. Petit truc à savoir, les imports sont hoistés. Donc, c'est-à-dire que le script que vous voyez sous les yeux, il fonctionne. J'utilise jQuery avant de l'avoir importé. Alors, le hoisting, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose que fait l'interpréteur JavaScript. Alors, il le fait sur les variables, les fonctions, et puis donc aussi les imports. En fait, il va les remonter en haut de leur scope. Donc là, en fait, ce qui va réellement être exécuté, c'est import jQuery from jQuery, puis ensuite jQuery, parce que l'import va remonter en fait en haut de son scope, qui est le fichier. Alors, en vrai, ça fonctionne, mais ce n'est pas une bonne pratique. C'est juste, il faut savoir, c'est une des propriétés. Et donc, si vous faites ça et que vous avez un linter correct, il va vous dire, bah, ne faites pas ça, c'est pas bien, quoi. Une autre fonctionnalité aussi dans la syntaxe, c'est le re-exporting. Donc ça, on l'utilise plus souvent quand on fait une librairie. Je veux créer mon propre node module quelque part que je veux publier à d'autres gens. Et bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais avoir plein d'imports-exports dans mon fonctionnement interne, mais j'aimerais bien exposer qu'une faible surface de tout ce que j'ai pour que ça devienne mon API public que les autres vont utiliser. Et donc, en général, le pattern, c'est d'avoir un fichier index.js qu'on va faire pointer quand on fera qui sera mon node module, en fait. Et dans ce fichier-là, je vais faire du re-exporting. Donc, c'est-à-dire que je vais exporter des choses qui proviennent d'autres fichiers. Donc, par exemple, export myfunc from un fichier qui est en interne, quoi. Une des particularités des imports avec MaScript, c'est qu'ils sont statiques. Je m'explique. Là, on repasse en CommonJS. Ça, en CommonJS, ça fonctionne. C'est-à-dire que j'ai une variable mylib qui est au début pas définie, et en fonction d'un random, mylib, elle vaudra soit require foo, soit require bar. Ça fonctionne. Donc, en fait, le problème, c'est que pour savoir ce que j'ai importé dans mylib, je suis obligé d'exécuter le code pour savoir si ce sera du foo ou du bar. Par contre, si on faisait ça en ECMAScript module, ça fonctionne pas. Ça va mettre une syntaxe error. Et donc, l'avantage de ça, c'est qu'on est capable au build time de résoudre les imports. Et notre tooling dont on a l'habitude, bah, ils adorent ça. Par exemple, si je veux autocompléter du code JavaScript avec des ESM, bah, vu que j'arrive au build time à savoir ce qu'il y a dans la variable import, ça sera beaucoup plus facile pour vous dire, bah, du coup, tu as accès à telle ou telle méthode. Pareil, si je veux faire du tree shaking pour enlever du code qui est inutilisé, bah, vu que j'arrive au build time à savoir ce qu'il y a dans les imports, bah, c'est pareil, c'est plus simple pour moi. Donc, si on reprend le cahier des charges du début des ECMAScript modules, bah, on voit qu'on a déjà répondu à tout ça. On a bien un module, un fichier, un scope local, notre système d'import-export, un chargement synchrone. On n'a pas encore vu le chargement asynchrone, une syntaxe compacte, un peu style CommonJS, et on n'a pas répondu au reste. Alors, là, du coup, on peut attaquer les imports dynamiques. Donc, il y a une autre possibilité. On peut utiliser le mot-clé import en tant que fonction, en lui passant en paramètre le module qu'on veut importer. Et cette fonction-là va nous renvoyer une promesse qui sera résolue avec le module que j'ai voulu importer. Donc ça, c'est des imports dynamiques. Donc, c'est un peu plus comme CommonJS, c'est-à-dire que ça, je ne peux pas le résoudre au build time. Et ça me permet de le faire vraiment que au runtime, que si j'en ai besoin. Le use case de base de ça, le cas d'école de ça, c'est dans un routeur, supposons que j'ai une application, une single page app. Donc, il y a une seule page dans mon application. Donc, un utilisateur qui vient dessus, il va d'abord charger tout le code JavaScript, puis ensuite, il va naviguer et ça sera transparent. Bah, supposons que dans mon application, j'ai une route de configuration où je sais pertinemment que les utilisateurs n'y vont qu'une fois tous les 2 ans. Bah, j'ai peut-être pas envie que tous les matins, en se connectant, ils téléchargent le code de cette route-là, alors qu'en fait, ils iront qu'une fois tous les 2 ans. Et donc, un des use cases, c'est de dire, bah, en fait, je téléchargerai le module de la route de configuration que quand les utilisateurs iront, et donc je vais utiliser un import dynamique pour faire ça. Et donc, comment fonctionnent les ESM sous le capot? On rentre un peu dans les détails. En fait, pour comprendre du code qui est écrit en module ESM, l'interpréteur JavaScript va faire 3 phases, en fait. La construction, l'instanciation et l'évaluation, que je vais détailler tout de suite. Donc, la construction se découpe aussi en 3 phases. La première chose qu'il faut faire, donc là, supposons que je suis dans un script et j'ai dit, bah, import A from quelque chose, Toto.
bah, la première chose qu'il va falloir faire, c'est déterminer où récupérer le fichier. Donc, en fait, dans notre exemple, savoir quelle est l'URL du fichier. Donc, une URL, ça peut être soit une URL HTTP, donc c'est du code qui est hosté sur du web, ou alors ça peut être aussi une URL sur mon file system si je suis en Node. Une fois que j'ai déterminé cette URL-là, bah, je vais mettre dans un objet qui s'appelle module map, en clé l'URL et en valeur un string en dur qui est fetching. Boom. En fait, cette module map, c'est très proche du cache CommonJS en termes de fonctionnement. Donc, c'est là où en fait, je vais un peu avoir le cache de mes modules. Donc ensuite, je vais récupérer le fichier. Donc là, ça dépend de la plateforme où je suis. Si je suis en Node, je vais le prendre sur le file system. Si je suis en navigateur, je vais peut-être le télécharger. Et quand j'ai récupéré mon fichier, je vais analyser ce fichier-là. Le but étant d'en déterminer un module record. Alors, quand je dis analyser le fichier, c'est bien de l'analyse. Je ne suis pas encore en train de l'exécuter. Je vais juste en déterminer un module record et mettre à la place de ma string en dur fetching, dans la clé de ma module map qui est sur la bonne URL, je vais mettre à la place le module record. En analysant ce fichier, mon module record, je vais quand même lire les imports et exports, enfin surtout les imports, et si jamais je détecte d'autres imports, bah, je vais relancer la boucle pour les scripts que j'ai importés dans mon module. Et donc, à la fin de l'étape de construction, on a normalement, on est passé sur tous les fichiers de notre projet qui sont importés, puisque à chaque fois que j'en analyse un, bah, je vais aussi passer sur les fichiers qu'il importe, et puis je vais descendre comme ça jusqu'au dernier. Et donc, à la fin de cette étape-là, j'ai une module map qui est mon objet avec en clé tous les URL des fichiers que j'ai téléchargés et en valeur tous les modules record. Et donc, je peux attaquer l'étape d'instanciation. Qu'est-ce que l'instanciation? Supposons que j'ai un module A qui va faire import B from un module B et j'ai un module B qui fait un export par défaut. Pour l'instant, j'ai toujours pas exécuté le code. Je ne sais pas ce que ça fait. Mais ce que je vais faire, j'ai quand même compris, vu que je l'ai analysé, que en fait, le A va essayer de pointer vers le B, en gros. Et donc, en mémoire, je vais dédier une zone mémoire que je vais partager en fait entre ces deux modules. Donc, je vais faire pointer le export par défaut de B sur cette zone mémoire. Ce sera un pointeur. Et je vais faire pointer la variable B, si je peux appeler ça une variable, donc le mot-clé B dans mon script, sur cette zone mémoire. Je n'ai toujours pas exécuté le script, mais je sais que ces mots-clés-là pointeront en mémoire sur ça. Et l'import B, lui, sera en read-only, donc il n'aura pas accès à la modification de cette zone mémoire, il pourra juste la lire. Donc l'avantage de ça, c'est que si jamais j'exécute le script, bah, automatiquement, si je remplis cette zone mémoire, bah, ça va la résoudre aussi pour le module A. Cette étape-là, on appelle ça aussi l'étape de linking. Donc, comment je fais? En fait, vu que j'ai bien analysé mes modules, j'ai l'arbre de modules en tête. Et en fait, je vais commencer par les modules qui ne dépendent de rien pour remonter jusqu'aux modules qui dépendent de tout. Comme ça, à chaque instant, j'ai toujours chargé mes modules dont je dépendais. À chaque fois que je charge un script, que j'analyse un script, j'ai déjà, en fait, avant exécuté les modules dont lui dépendait. Voilà, donc là, on en est toujours à la même étape. Et ce que je vais faire ensuite, donc, c'est exécuter le module B, vu que c'est celui qui dépend de rien. À ce moment-là, maintenant que j'ai exécuté le code, je sais que l'export par défaut de B, c'est par exemple value 42. Et donc, au moment où j'exécute le module A, là, je sais que B vaut 42 et je suis capable de déterminer donc la suite. Et donc, peut-être ce qui exporte A qui va être pour un autre script. Donc là, on a vu la dernière étape qui est l'exécution. Donc là, en fait, en Node.js et sur les browsers, il y a une différence. C'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la spécification ECMAScript, des modules, elle décrit comment passer d'un fichier à un module record. Ça, c'est vraiment décrit. Comment instancier un module, donc tout ce qui est étape de linking et tout. Comment évaluer ce module, donc vraiment exécuter le code qu'il y a dans le module. Et grâce au linking, on arrive à faire le lien entre les exports et les imports. Mais cette spec-là, elle ne dit pas comment récupérer les fichiers. Donc, comment, depuis une URL, j'arrive à télécharger le script quelque part. Et en fait, pour ça va être fait par un loader qui ne fait pas partie de la norme ESM, la spec ESM. Et c'est ce loader-là qui va piloter la spec ESM. Donc, en fait, si on résume, la spec ESM, elle va exposer une API en disant, si jamais tu veux m'utiliser, tu dois appeler ces méthodes dans cet ordre-là. Mais ce n'est pas moi qui décide quand charger les fichiers ou quoi. Je te dis de le faire, mais c'est toi qui le fais. Et donc, en fonction de là où on est, le loader, par exemple, si on est dans un browser, il va être décrit dans la spécification HTML. C'est lui qui dit comment télécharger un fichier.
Donc, en fin de compte, ce sera le même code. Quand je mets une balise script type égale JavaScript, ça va être le même code pour télécharger ce script que ce qui va être utilisé dans un import, puisqu'on est dans la même spec qui est HTML. Et pour Node.js, ce n'est pas une spec, mais c'est une implémentation interne de Node.js. Ils ont juste eu à implémenter le comment récupérer un fichier, et derrière, ils pouvaient piloter les normes. C'est quand même assez malin. Un autre concept qui amène les modules, en fait, on n'y pense pas. Là, on a vu, en gros, comment on arrivait enfin, comment ça fonctionnait au global et comment on arrivait à que ça marche autant en navigateur qu'en back. Mais il y a une chose qu'on n'a pas vue, c'est, bah oui, mais en fait, dans les modules, il y a quand même, quand j'exécute du script de module, j'ai des particularités que je n'ai pas dans les autres scripts. Et donc, en fait, il y a une notion de parse goal. C'est-à-dire que, à l'époque, enfin, depuis toujours, quand j'exécute un fichier, en fait, j'ai un résultat. Alors, avant, il n'y avait toujours qu'un parse goal, donc on s'en préoccupait pas. Mais en vrai, j'exécute un fichier. Pour l'exécuter, je lui donne un parse goal. Et en fonction de ce parse goal-là, j'ai un certain résultat. Et l'idée, c'est si j'avais un autre parse goal, le même fichier pourrait donner un autre résultat. Donc, les parse goals, c'est aussi une notion qui arrivait en même temps que les modules, puisqu'avant, il n'y en avait qu'un. Maintenant, il y en a un deuxième qui est le parse goal module. Ce parse goal-là, il va rajouter des choses qui seront différentes que dans un autre script, enfin, d'une autre exécution de script. Par exemple, un module sera useStrict par défaut. En fait, ça vient du fait que le parse goal module dit, moi, quand j'exécute ce fichier, c'est useStrict. Je ne peux pas faire autre chose. This vaudra undefined, et non pas window ou quoi. Et await sera un mot réservé au top level. C'est-à-dire que si j'ai le parse goal standard, on a toujours connu, je peux très bien faire const await égale 5, ça marche. Là, je serais plus capable de le faire parce qu'au top level, j'ai plus le droit d'utiliser. Donc ça, je pense que ça ne sert pas directement pour les modules, mais c'est en anticipation du top level await, ou top level A5, je ne sais plus comment on dit, mais ça anticipe ça, quoi. Donc là, la question, c'est de dire, OK, j'ai un parse goal module et un parse goal d'avant, en fait, mais quel parse goal utiliser? Donc, pour le web, c'est simple. On a dit, si tu veux utiliser le parse goal d'avant, tu mets script type égale texte JavaScript, comme tu as toujours fait. Mais si tu veux utiliser le parse goal module, pour que les modules fonctionnent et que tout s'orchestre bien, tu mets script type égale module. Comme ça, c'est simple. Mais en Node, on n'a que des fichiers JS. Et dis donc, Jamy, comment on fait en Node.js pour charger pour savoir quel parse goal utiliser? Donc, il faut garder à l'esprit que la plateforme Node et les standards qui sont derrière pour le navigateur ont des applications existantes et ils ont un souci de rétrocompatibilité. Ils n'ont pas envie de tout casser du jour au lendemain. Donc là, pour l'instant, je vais me concentrer sur la plateforme Node et on abordera le navigateur juste après. Alors, quand ils ont commencé à intégrer les modules ESM dans Node, vous avez peut-être vu certaines extensions qui sont sorties dans la littérature ou dans des projets open source, .cjs ou .mjs. Donc là, mon but, ce serait de vous expliquer à quoi elles correspondent. Alors, .cjs, ce sera pour des fichiers dans lesquels on utilise la syntaxe .js, donc avec le require machin. Et les .mjs, ce sera des fichiers JavaScript dans lesquels on utilise la syntaxe ESM. Donc gardez ça en tête. Alors, j'ai passé trop vite. Voilà. Il y a encore de cela quelques mois, on va dire, pour activer les modules ESM dans Node.js, lorsqu'on va lancer notre process JavaScript dans Node index.js, on devait activer les modules ESM via un flag expérimental modules. Quand on ajoutait ce flag-là à notre ligne de commande, en fait, la plateforme Node va... un petit souci là, tac. Je vais faire mieux en arrière. Cette plateforme Node va prendre tous les fichiers avec l'extension .js comme si c'était des fichiers dans lesquels j'ai de la syntaxe CommonJS. Si dans ce projet existant, je veux au fur et à mesure migrer et intégrer de plus en plus de modules ESM, j'aurai juste à créer des fichiers .mjs dans lesquels je vais pouvoir utiliser les mots-clés import from ou export from, comme expliqué par Delphin. Donc la logique, c'est que j'ai un projet existant et au fur et à mesure, je veux migrer vers ESM, j'ai juste à définir des fichiers avec l'extension .mjs. Donc par exemple ici, je suis dans un fichier app.mjs dans lequel j'utilise les mots-clés import et from qu'on a vu tout à l'heure.
Si je suis dans la logique inverse, je commence un nouveau projet, donc j'ai pas envie de me faire du CommonJS par défaut, j'ai envie de faire du ESM, tout en gardant la possibilité d'inclure des fichiers JavaScript utilisant des requires. Peut-être que j'ai des fichiers JavaScript qui traînent un peu partout et que j'ai envie de réutiliser et que j'ai pas envie de les modifier. J'ai toujours envie de garder cette possibilité. Donc pour inverser la logique, dans le package.json de votre projet Node, on peut définir une propriété type qui va nous permettre de définir quelle est la syntaxe par défaut dans notre application. Donc si cette propriété de type n'est pas définie, la syntaxe par défaut sera CommonJS. Si cet attribut type est égal à la chaîne de caractères module, ce sera les modules ESM qui seront pris comme syntaxe par défaut. Donc si on définit type égale module dans notre projet, ben, la logique s'inverse. Tous les fichiers .js seront des fichiers ESM et tous les fichiers .cjs seront des fichiers CommonJS. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a encore de cela quelques mois, il fallait mettre un flag, mais depuis la version Node 13.2.0, ce flag n'est plus nécessaire. Donc, on doit toujours garder l'attribut type dans le package.json et les règles de nommage .cjs et .mjs, mais en tout cas, le flag dans la ligne de commande n'est plus nécessaire. D'autres syntaxes, d'autres fonctionnalités vont arriver également dans la plateforme Node, permettant d'émuler, par exemple ici, une API publique et privée. Même si dans ma librairie, j'ai un fichier index.js à la racine dans lequel j'expose toutes les fonctions, toutes les classes que je souhaite rendre publiques à l'extérieur, rien n'empêche à l'utilisateur final de faire un import, une fonction privée from ma librairie /src / un sous-répertoire qui est normalement privé / toto.js. Rien ne l'empêche de faire ça. Dans la spec Node.js, dans le fichier package.json, il sera possible de définir des fichiers qui peuvent être utilisés à l'extérieur ou pas. On pourra définir un système d'API public ou pas. Donc par exemple ici, je définis dans mon projet MyModule que seul le fichier submodule.js est exposé vers l'extérieur. Donc dans l'application utilisatrice, je peux l'importer en faisant un import quelque chose from le nom de mon module / la clé que j'ai mis dans la configuration package.json, donc ici submodule. Mais si je souhaite faire, j'ai importé un module qui n'existe pas, là j'aurai une erreur comme quoi ce module n'est pas défini, n'est pas trouvé. D'autres fonctionnalités également, là, je n'ai pas trouvé de use case à l'heure actuelle, en tout cas, à mon avis, c'est surtout l'outillage que nous utilisons qui va s'en servir, par exemple Webpack ou Rollup ou ce genre de choses. En fonction d'une plateforme, on va pouvoir définir des implémentations différentes. Par exemple, si j'ai un module que je nomme submodule, si je build pour le navigateur, il va aller prendre l'implémentation suffixée par browser.js. Si je build pour la plateforme Node, il va prendre la version suffixée par default.js. Donc cette fonctionnalité-là est disponible via un flag expérimental conditional exports. Donc, pour rappel, pour les flags, donc ici expérimental module, c'est plus nécessaire. Il y a expérimental conditional exports. On peut importer également avec un syntaxe import quelque chose from des fichiers JSON, mais également des fichiers WASM pour faire du WebAssembly si vous en faites. Par exemple, ici, j'importe juste le fichier JSON et WebAssembly que je peux utiliser. Donc là, pour rappel de notre cahier des charges, avec tout ce qui a déjà présenté Delphin, qu'est-ce que nous avons en plus? Nous avons la syntaxe qui fonctionne côté serveur. On a vu comment gérer l'utilisation d'AMD côté Node.js avec les problématiques de rétrocompatibilité avec éventuellement du code existant. Maintenant, côté navigateur, comment ça se passe? Ben, c'est beaucoup plus simple, comme l'a énoncé Delphin tout à l'heure. Lorsqu'on veut importer un script dans lequel j'ai des imports ESM, j'ai juste à mettre le type égale module.
par défaut, c'est type égale texte JavaScript. Ça, c'est l'ancien parse-goal. Si je souhaite utiliser les modules ESM, il faudra mettre cette nouvelle valeur. Et à partir de là, si dans mon app.js, j'importe d'autres modules, ben, c'est le navigateur qui sera en charge d'aller télécharger ces modules au préalable avant d'instancier et d'exécuter mon fichier app.js. Mais là, on peut se poser la question, OK, est-ce que je fais que des modules? Parce que si je fais que des modules, par exemple ici, j'ai ma page HTML dans lequel j'importe un fichier app.js, dans lequel j'importe un fichier module.js. Éventuellement, dans ce fichier-là, j'importe d'autres modules, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc là, on va avoir un waterfall de fichiers de JavaScript téléchargés assez énorme, en fait. Et comme dans le côté navigateur, on veut quelque chose de performant pour avoir un first time to paint assez rapide, j'ai pas envie d'avoir cette waterfall, ces requêtes les unes à la suite des autres qui pourraient impacter l'expérience utilisateur. Donc il y a différentes bonnes pratiques qu'on pourrait mettre en place. Je vous en présente quelques-unes. On pourrait dire à notre navigateur, quelque part dans mon projet, je sais que le module.js sera téléchargé. Donc avant de trouver un import vers ce fichier-là, bah, tu le télécharges tout de suite via une balise link et l'attribut rel égale module preload. Donc là, j'aurais pu ce waterfall, mais j'ai les deux fichiers qui se téléchargent de manière en parallèle, en gardant les limites de HTTP1 qui est de 6 requêtes simultanées pour un navigateur, pour un même nom de domaine. Pardon. Donc là, OK, on gagne un petit peu. Donc je rappelle la question, est-ce que je fais du pur, est-ce que je ne fais pas du tout de ESM et je garde les trucs à l'ancienne? Est-ce que je fais du 100% ESM et j'ai éventuellement des problèmes de temps de chargement de mon application, même si les fichiers sont très petits? Ou éventuellement, c'est ce qu'on pense en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu qu'on pourrait avoir? Alors, il y a plusieurs bonnes pratiques qui existent. Il y a via le protocole HTTP2 la possibilité de toucher les ressources statiques qu'on a besoin, le fait d'avoir un multiplexing, de ne pas avoir une connexion par ressource statique à télécharger, mais vraiment un seul canal de communication. Il y a, les bonnes pratiques qu'on avait avant, moi je ne vois pas pourquoi on ne les ferait plus avec des modules ESM, c'est-à-dire packager un minima certains fichiers, peut-être par feature par exemple, pour éviter d'avoir plein de petits fichiers JS pour une sous-application. On pourrait imaginer la bundler pour avoir un fichier un petit peu plus gros, mais en gardant la flexibilité des modules ESM. Et mettre en cache avec soit le cache navigateur, soit le cache serveur, pardon, soit le cache du navigateur avec un service worker. Et ensuite, il faut quand même garder à l'esprit la compatibilité navigateur. Le cheval de bataille que nous avons depuis tout le temps, c'est comment faire que notre application fonctionne sur les navigateurs Evergreen, mais aussi sur les anciens. Et donc là, là c'est peut-être pas à jour, il date de début d'année, je crois. Can I use du support des modules du type égal module pour les navigateurs. Donc on voit par exemple que IE ne le supporte pas ou qu'Opera Mini ou Opera Mobile ne le supporte pas. Pour cela, on va pouvoir mettre en place un pattern qui s'appelle module no module. Ça, c'est un pattern qu'on voit déjà même quand on ne manipule pas du ESM. Je sais que par exemple Angular l'a activé par défaut dans la version Angular 8 ou 9, je crois. C'est d'avoir ce genre de syntaxe. C'est dans mon fichier index.html, je vais avoir deux versions de mon application. Je veux avoir une version avec des ESM, avec des modules ESM, et une version à l'ancienne en ECMAScript 5 où j'ai tout en global. Pour la différencier, j'ai pas envie de télécharger les deux fichiers. Donc pour indiquer au navigateur quel fichier il doit télécharger, là on va utiliser les attributs type égale module ou l'attribut no module. Imaginons, je suis un navigateur Evergreen comme Chrome. Je lis ce fichier index.html, j'arrive à la ligne 3, je vois une balise de script avec un type égal module, bah, bingo, moi je supporte cet attribut-là, cette valeur-là, je vais télécharger le fichier app.js.
il passe à la ligne suivante, un script no module. Ah, no module, ok, moi je supporte les modules, donc le app es5.js, je ne télécharge pas. Dans le sens inverse, je suis IE5, IE n'importe lequel. Ligne 3, je vois un base script avec un type, avec une valeur que je ne supporte pas. Parce que moi, je ne supporte que la valeur texte JavaScript. Bah, je vais juste ignorer le fichier app.js, je ne vais pas le télécharger. Je vais passer à la ligne suivante. Je vois un attribut, un nom d'attribut que je ne supporte pas, no module, bah, il va juste ignorer l'attribut et va télécharger quand même le fichier app es5.js. Donc c'est un moyen d'avoir deux versions de notre application, donc ça peut éventuellement faire grossir votre temps de build, parce qu'on génère deux livrables, mais en tout cas, c'est une pratique que nous avons déjà à l'heure actuelle pour éviter d'inclure des polyfills du code qui va permettre d'émuler certaines fonctionnalités qui ne sont pas natives dans un navigateur. On peut mettre en place directement cette syntaxe pour réduire la taille du fichier JavaScript final. Le support des imports dynamiques, comme l'a montré tout à l'heure Delphin, j'ai vu tout à l'heure dans le chat que quelqu'un disait que c'était officiel depuis la spec de 2020 avec ECMAScript. On voit que certains navigateurs, bien évidemment, ne le supportent pas, mais là, l'équipe de Google, si je ne me trompe pas, a un polyfill qui va permettre de pouvoir y bénéficier, même pour les navigateurs ancienne génération. Donc là, il y a juste un polyfill à intégrer pour pouvoir les utiliser. Donc là, cahier des charges, je pense qu'on a coché la case, le besoin fonctionne dans le navigateur et asynchrone fonctionne en asynchrone et en synchrone. Et dans le futur, Delphin, qu'est-ce qui va se passer, d'après toi? Et dans le futur, alors on n'est pas des médiums, on n'est pas Madame Irma, on ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut quand même regarder le présent et se dire, bah, ces éléments-là nous aident à penser que. Donc, il y a la sortie de Deno. Alors, je ne sais pas si vous avez été à la .js cette année, mais un des contributeurs de Node qui bosse aujourd'hui sur Deno était là, et il a fait une présentation sur Deno, et il a fait un petit troll, une petite to-do list en mettant kill Node.js en to-do. Et il l'a coché. Donc voilà, ça laisse à penser que, alors, dans Deno, il y a les deux plus gros contributeurs de Node qui bossent maintenant sur Deno, et ce sont ces gens-là qui se disent, bah, en fait, Deno doit remplacer Node. Alors, on ne peut pas être sûr que la communauté des développeurs va vraiment adopter Deno. En tout cas, les créateurs de la librairie et les mainteneurs, eux, souhaiteraient ça. Et dans Deno, si on parle de modules, Deno utilise les ECMAScript modules et ne supporte pas Require. Donc, ça sous-entend que si vous commencez aujourd'hui un projet Node.js et que vous vous demandez est-ce que je passe en CommonJS ou en ECMAScript module, bah, si c'est un conseil, moi, à votre place, ce que je ferais, c'est que je ne prendrai pas Require au cas où qu'un jour vous devriez migrer sur Deno. Et je serai en ESN. Et dans les browsers, les ECMAScript modules vont aussi être utilisés pour accéder aux fonctionnalités du browser. Parce qu'aujourd'hui, tout est un peu en vrac dans l'objet Windows. Si je veux accéder au local storage, bah, c'est window.local storage. Et bah, en théorie, demain, c'est le travail qui est en train d'essayer de se faire, c'est de dire, bah, plutôt que faire tout avoir dans Windows, bah, demain, si je voudrais utiliser le local storage, je ferais import local storage from local storage et après, je pourrais écrire dedans. Alors là, Manu, d'habitude, je n'ai plus le nom du module, mais il y en a déjà un qui existe. Je ne sais pas si tu peux le dire. Je pense que c'est encore sur du Chromium. C'est un module permettant de faire du stockage. C'est le KV Stockage Module, si je ne me trompe pas, un truc dans le genre. Mais c'est que sur les navigateurs Chromium. Ok. Donc c'est voilà, c'est un exemple et l'idée c'est que dans l'avenir, bah, il y en a de plus en plus et que peut-être qu'un jour on oubliera le fameux window qui contient tout et on n'aura que des modules. Et ça, on verra. Donc en gros, s'il y a un conseil à donner, je pense, c'est hashtag use the platform. Donc c'est dans le doute, utiliser les ECMAScript modules. C'est dans votre langage, c'est vraiment dans la spec ECMAScript. Donc ça serait dommage d'utiliser autre chose, je pense. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur Slido, je ne sais pas comment on dit ça. Il y a l'adresse qui est juste en dessous. Et voilà, j'étais très content de faire cette présentation. Merci à vous. Donc, ouais, n'hésitez pas à poser des questions sur, je ne sais même pas le dire.
Quand est-ce que les ES6 modules ne seront plus expérimentaux dans Node? On a répondu, en fait, je pense. Le flag n'est plus nécessaire depuis la version 13.2, si je ne me trompe pas, du mois de novembre. Après, on peut se poser la question à partir de quelle version les modules ESM seront la syntaxe par défaut. Vous vous souvenez de l'histoire .cjs ou .mjs? Ça, j'en ai aucune idée. Alors, c'est A5 ou 5 les ES importent. Alors, ça, c'est un peu compliqué d'y répondre. En fait, alors, ce qu'on a vu dans Under the Hood, c'est en gros, alors, si on oublie les imports dynamiques, on parle que des imports statiques, il va bien attendre que tout soit téléchargé pour exécuter le code. Donc, quand on code, on peut imaginer que c'est synchrone. Mais en vrai, c'est asynchrone, dans le sens où, vu qu'il y a l'histoire de module map et on va lancer tous les téléchargements en parallèle, potentiellement, on dit que c'est un chargement asynchrone. Mais quand on code nous, il faut imaginer que c'est synchrone. Par contre, pour les imports dynamiques, là, ça renvoie une promesse, donc c'est clairement asynchrone. Ça répond à la question. Quelle interopérabilité ont les modules loader? Donc, quand tu parles de module loader, c'est Webpack et tout ça, je suppose, Rollup ou n'importe quoi. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de consommer à la fois du ESM, AMD et UMD? Je sais que Webpack, alors Browserify permettait d'utiliser du require, je crois, pour le navigateur. Webpack, il gère le SM et le CommonJS, mais pas l'AMD et pas l'UMD. Rollup et Parcel, je ne connais pas assez pour répondre. Après, l'idée, si on fait une lib, c'est de faire plutôt de l'UMD. Comme ça, ça fait tout. Je pense. En tant que dev de lib, dois-je prévoir de publier ma lib sous le pléthore des formats de modules existants aujourd'hui? Ça, c'est la question. Je te laisse répondre, Manu. Non, vas-y, tu as commencé. C'est toujours UMD, Universal Module Definition. Donc, il y a ce que disait Manu tout à l'heure. Il y a des choses qui vont être capables de générer ça, de wrapper automatiquement votre code pour qu'il soit disponible dans tous les modules. Mais donc, il y a bien une syntaxe qui permet de tout couvrir quand on fait une lib. Parce qu'il faut garder en mémoire que si on pourrait publier que les modules ESM et se dire que c'est le workflow de build de mon utilisateur qui va gérer la transpilation ou je ne sais quoi. Mais en fait, dans la plupart des transpilations qu'on fait, on ignore le répertoire d'un module. On ne va pas rebuilder une dépendance qu'on aurait téléchargée. Donc en fait, on va se retrouver avec, à part si on utilise Webpack qui lui gère son propre système d'import, on va avoir du import, quelque chose comme machin, on va avoir plusieurs syntaxes éventuellement dans la version finale. Deno a une compatibilité layer avec Node qui marche avec Require. Stop the fake news. Je n'ai pas compris quelle était la question. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de point d'interrogation. Ok. Merci, alors je ne savais pas. Quid des imports transpilés? Alors, je ne sais pas. Ça va. Vas-y, Dauphin. Non, je ne sais pas non plus. Je n'ai pas trop compris non plus la question. Je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais de ce que je comprends, quand tu transpiles de Babel ou avec TypeScript, tu définis ta target. Tu définis pas ta target. Si, tu peux définir ta target, mais tu définis aussi ta syntaxe de module que tu souhaites en sortie. Donc, par exemple, tu peux dire en TypeScript que j'écris des imports et que ça me sorte du require. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais le flag, c'est pas la même chose que expérimental. Le flag? Quel flag? Je sais pas. Le flag expérimental module qui n'est plus là depuis novembre, je pense. C'est pas la même chose que expérimental. Je sais qu'il y a encore. Je vois peut-être ce que tu veux dire, monsieur Anonymous.
Je crois en effet qu'il y a encore un warning quand on lance un script avec des modules ESM. C'est peut-être de ça dont tu parles. Là, j'ai pas la release note en tête de Node dans la tête. Ça. Bon, en tout cas, ça va arriver. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Okay. Oui, donc c'est pas parce qu'il n'y a pas besoin d'utiliser de flag que c'est pas encore expérimental, c'est ça? C'est peut-être toujours expérimental alors qu'il n'y a plus besoin d'utiliser de flag, si j'ai bien compris. Tout à fait, je pense que c'est ça. Merci à tous.